Le livre, il m'a été inspiré par un documentaire que j'avais vu donc, de Yann Lise qui s'appelle Le mystère de la Joconde révélée, où il y a plusieurs théories sur le commanditaire du tableau et le ou les modèles du tableau. Et donc il y avait des théories qui semblaient se contredire, et moi j'ai eu envie d'écrire une histoire qui permettrait de faire concilier en fait ces histoires qui semblaient a priori s'opposer. Du coup, il y avait des théories qui disaient que la Joconde serait la femme de Francesco del Giocondo, Lisa Gherardini. Donc, que le tableau aurait été commandé à Leonardo da Vinci par Francesco del Giocondo. Et d'autres théories disaient que le tableau aurait été commandé par son dernier, enfin un de ses derniers mécènes, Giuliano dei Medici, Mmh. et du coup que ce serait une amante de Giuliano. Gloria in excelsis Deo. Dans l'histoire avec le H majuscule, elle est faite d'histoires avec des H minuscules. Donc évidemment, les historiens font des recherches et s'appuient sur des preuves, enfin, des documents qui ont valeur de preuve, mais quand même dans cette façon de raconter, quand on s'intéresse à l'historiographie, on se rend compte qu'il y a des choix qui sont faits, enfin, surtout sur... moi, je m'intéresse aussi à l'histoire de l'art. On voit qu'il y a des choix qui sont faits dans la manière d'écrire l'histoire de l'art ou l'histoire du cinéma, qui sont propres à l'historien, à l'auteur finalement. Donc, il y a toujours une part, pas forcément de fiction dans le sens qu'on invente, mais il y a une part de choix, de ce qu'on... Credo in unum Deum. D'une manière générale, pour tous les personnages, enfin, la façon dont j'écris les scènes, souvent, c'est un peu comme si j'étais en train de regarder un film, justement. Et j'essaye du coup de montrer les choses plutôt que de les raconter. D'où parfois il y a des descriptions sensorielles qui sont assez fournies, parce que je cherche à faire rentrer le lecteur à la fois dans l'esprit du personnage et de le mettre dans les émotions qu'il traverse, et en même temps de lui permettre de découvrir en profondeur le personnage, parce que chaque personnage a sa façon de traverser les émotions. Et donc c'était vraiment ça qui m'intéressait dans l'idée de montrer les choses plutôt que de les raconter. Si je donne un exemple simple, si j'ai envie de dire Lisa a peur, je suis en train de raconter. J'ai mis un qualificatif sur son émotion qui résume tout. Et si je décide d'enlever le mot peur, mais que je veux développer cette idée-là, je vais montrer au lecteur ce qui provoque cette émotion chez Lisa, et je vais montrer comment Lisa physiquement et psychologiquement peut réagir face à cette situation. C'était vraiment ça qui m'intéressait. euh, que justement dans la Joconde, il y a eu des choix qui ont été faits sur son accoutrement, son apparence physique, mais aussi par exemple sur ses cheveux détachés qui peuvent correspondre soit à des tableaux à titre posthume voilà, d'une personne décédée, ou alors les cheveux lâchés c'était plus destiné à des peintures de femmes qui se prostituaient. Donc, Mmh. il y a des choses qui, dans le tableau, sont assez peu courantes finalement. Ce qui m'intéressait dans le livre, c'était vraiment de travailler de faire des parallèles entre la Renaissance et aujourd'hui. Mmh. D'une certaine manière, enfin, évidemment, la condition de la femme a évolué depuis la Renaissance, mais je trouve que sur certains points, le corps de la femme est toujours vu comme appartenant à l'homme. Il y a beaucoup de passages qui parlent des mains dans le roman, parce que je trouve que symboliquement, la main dans la vision de l'appartenance du corps de la femme à l'homme, elle a joué un rôle important à l'époque quand un homme demandait la main d'une femme pour l'épouser. Enfin, voilà, il y avait cette partie-là que le père, du coup, qui détenait le corps de sa fille,
transmettait au mari. Donc il y avait une forme de, voilà, de transmission du corps via la main. Et puis la main, elle a un aspect important aussi dans la vision artistique, puisque ben, c'est elle qui exécute techniquement les mouvements, on peut dire, mais elle fait un peu le lien entre les pensées et le cœur. Donc finalement, voilà, c'est celle qui exécute, qui montre l'âme de la personne, de l'artiste. Et donc il y avait voilà, à la fois cette idée de corps qui est transmis et d'âme qui est transmise comme ça, comme si la femme ne s'appartenait jamais à elle-même. Et il y a une scène notamment assez dure où il y a un viol. Et cette scène-là, si je la retranspose aujourd'hui, bon, je vais peut-être loin, mais je pense qu'avec un bon avocat, l'agresseur pourrait presque s'en sortir en disant que la victime n'avait pas suffisamment clairement manifesté son refus. Enfin, normalement, on considère qu'il y a viol à partir du moment où les deux personnes ne sont pas consentantes. Et dans les films, les séries que je regarde ou les choses que je lis, souvent je vois que ce qu'on recherche, c'est de savoir si l'agresseur avait réellement de mauvaises intentions, plutôt que de se demander ce que la victime a pu ressortir au moment des faits. Voilà, enfin, donc l'aspect féministe, il ressort peut-être sous cette question-là, enfin, une forme de rapprochement entre ce qui pouvait se passer à la Renaissance, qui finalement perdure d'une certaine manière toujours. Alors au début, le livre n'était pas du tout écrit comme ça, c'était un vocabulaire plutôt actuel. Et les retours que j'avais eus, c'était que c'était agréable à lire, mais il y avait un côté très anachronique dans les dialogues notamment. Et du coup, que c'était dommage, en quelque sorte, ça coupait l'immersion qu'on pouvait avoir à travers tous les décors, l'histoire, les personnages. Et finalement, que voilà, le choix stylistique ne correspondait pas avec l'époque et puis le fait d'écrire un roman historique. Donc petit à petit, j'ai relu des livres qui, moi, me plaisaient, qui étaient plutôt au Moyen Âge, mais enfin, du coup, au niveau de la langue, je pense notamment à Evelyne Brizoux-Pellen, qui a écrit des séries sur un personnage qui s'appelle Garin Trousseboeuf, que j'avais dû lire déjà quand j'étais au primaire. Donc je me disais, bon, il y a quand même un côté accessible, même si on est dans un langage un peu désuet, enfin, très daté. Ça peut quand même rester lisible et accessible. Et puis aussi, à ce moment-là, j'ai découvert La Dame à la licorne, toujours de Tracy Chevalier. Au début, j'ai été presque perturbée par le style parce que c'est vraiment, enfin, là, je l'ai lu en français, mais on est vraiment dans du vieux français, enfin traduction du vieil anglais, on va dire. Et au début, c'était un peu perturbant. Je me disais, ça doit être compliqué de lire tout un roman dans ce style-là. Et finalement, je me suis complètement laissée embarquer. Et quand j'ai terminé le livre, enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant, mais au moment où j'ai fini le livre, j'ai rouvert le livre au début, je l'ai recommencé. Enfin, peut-être tellement c'était captivant comme façon de faire les choses. Donc petit à petit, je me suis autorisée à. Je pense que j'avais peur au début d'avoir quelque chose de trop complexe à lire. Et petit à petit, au fur et à mesure des réécritures, je me suis autorisée à avoir un style un peu plus ancien et du coup peut-être moins accessible et aussi du coup plus classique et peut-être un peu moins accessible à première vue à la lecture. Et ça a été en parallèle d'un autre travail, puisque on me disait aussi que la structure narrative du roman était trop complexe. Voilà, comme j'ai fait des études de cinéma et que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait, le roman, je l'avais pensé un peu comme un film. Il y avait beaucoup de flashbacks, flash-forwards. Il y avait aussi des passages où il y avait presque du montage parallèle. C'est-à-dire que je coupais une scène en plusieurs parties et je l'intercalais avec une autre scène qui était coupée elle aussi en plusieurs parties. Et le but, c'était de faire ressortir un nouveau sens de cette scène. Alors, ça marche bien en cinéma, mais dans un roman, c'est plus compliqué. Et du coup, ça perdait, voilà, on disait que ça perdait le lecteur. Donc voilà, finalement, plus j'ai simplifié la structure narrative, plus le langage formel s'est un peu complexifié. En se demandant s'il n'y
qu'il n'y a pas eu plusieurs versions de la Joconde faites par Léonard de Vinci, parce qu'il avait l'habitude de... Il pouvait pas avoir plusieurs versions du même tableau. Et donc, du coup, voilà, ils se sont demandé, et puis forcément, il y a eu beaucoup de Jocondes qui ont été retrouvées, alors certaines un peu trafiquées, qui dataient pas forcément de la Renaissance. Il y en a qui dateraient de cette époque-là. Donc, il y a même une esquisse de Raphaël qui a été faite, un croquis qui ressemble à la première version de la Joconde. Donc voilà, il y a tout un mystère autour de... On connaît voilà, le tableau du Louvre, mais est-ce que le tableau du Louvre est réellement le vrai tableau de Léonard? Est-ce qu'il n'en aurait pas fait d'autres et pourquoi? Enfin, voilà, il y a tout un mystère qui reste encore, malgré toutes les recherches qui sont faites. Moi, je trouve qu'il y a toujours des choses qui sont floues. Et... Bon, après, il y a des codes qui ont été laissés par De Vinci, mais qui ont pu être recopiés par d'autres personnes, notamment le fait qu'il signe pas ses toiles. Là, dans la Joconde, on retrouve le jaune de ses manches, qui s'appelle que lui, il appelait le jaune Lionato, c'est une teinte comme le lion, mais Lionato, c'est proche de Leonardo. Et les motifs qu'il y a sur le haut de la robe, on appelle ça des nœuds vinciens. Voilà, donc c'était sa manière à lui de signer. Enfin, on trouve toujours des petits codes comme ça dans ces toiles, voilà, d'essayer de trouver tout ce qui prouverait que le tableau est ou non de Léonard de Vinci.